Bonjour et bienvenue dans Cap ou pas Cap, l'émission des personnes qui relèvent leurs défis. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Asma Niang. Bonjour Asma. Bonjour Julienne. Dis-moi Asma, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors qui je suis? Je suis une personne solaire. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que je fais. Parce que souvent, j'aime bien quand on me demande qui je suis. Plein de choses. Maintenant, ce que je fais, je suis thérapeute, préparatrice mentale, conférencière, et puis aussi auteure. Un parcours vice-cornu, hors sentier battu, qui m'amène là aujourd'hui à partager ce parcours et cet échange. Judokate olympique, Rio-Tokyo, 2016 à Rio et Tokyo 2020 plus 1 avec le Covid. J'arrête ma carrière il n'y a pas si longtemps que ça au final. Toujours le double projet et j'arrête ma carrière à 41 ans. Donc, avant qu'on parle de tout ce que tu fais aujourd'hui, tu as eu une, voire deux, même vies professionnelles avant. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Il faut savoir que ce parcours en fait biscornu qui m'amène à l'Olympe, parce que mon rêve depuis petite c'était de faire les Jeux Olympiques tout simplement. Et je suis née au Maroc, une petite ville qui s'appelle Mohamedia. J'arrivais ici, pour faire vraiment très court, la petite histoire, c'est que j'arrive ici à l'âge de 11 ans, je ne parlais pas français. Donc j'ai fait une école francophone. Donc, sachant que la langue de Molière est si difficile à apprendre, donc j'avais du mal à comprendre au départ. Voilà, j'avais la barrière de la langue qui était vraiment un frein. Je pars au collège au bout d'un an, et au bout d'un an, je me retrouve au collège avec tout le monde. Donc vraiment, ceux qui sont nés ici, c'est leur langue maternelle. Donc je sais que chaque enfant a un talent. Moi, le mien, c'était vraiment le mouvement. Je comprenais vite le sport. C'est aussi une intelligence de s'adapter, enfin, à un niveau kinesthésique, je comprenais vite, de me repérer dans l'espace. Donc j'avais cette intelligence qu'on n'a pas vraiment su écouter à l'époque, parce qu'il fallait avoir une grande moyenne, sauf que moi j'avais déjà la barrière de la langue, et forcément on m'a dit échec scolaire. Donc on n'a pas un peu exploité, on va dire, à l'époque, ce talent-là. Donc je me suis retrouvée à faire de la cuisine. J'ai fait un CAP BEP cuisine, bac pro. Je me retrouve chez Potel et Chabot. Du haut de gamme. Du haut de gamme, toujours, l'excellence. Et puis par la suite, je suis rentrée aussi chez les sapeurs-pompiers de Paris, à l'âge de 20 ans. Et comment t'es venue, excuse-moi, comment t'es venue du coup ce switch entre la cuisine et les sapeurs-pompiers? Alors vraiment, c'est pour ça que vraiment raconter en détail, c'est si long à le raconter, mais il s'avère que je pense sincèrement que pour vraiment expliquer et résumer ça, moi j'avais un rêve tellement ancré qui était là, je le visualisais, j'ai incarné ce rêve profondément, mais le chemin, alors moi je dis souvent, enfin c'est une phrase que j'aime bien m'approprier, c'est il ne faut pas confondre destination et destin. Donc la destination, des fois, elle peut être ni queue ni tête. Voilà, où est-ce que je suis? À couper des oignons. Et d'ailleurs, je l'écris dans mon ouvrage, j'ai dû couper beaucoup d'oignons pour faire les Jeux Olympiques. Et c'est grâce à la cuisine, au final. Et c'est c'est très patriarcal. La cuisine, c'est un milieu masculin. J'étais une seule femme à l'époque dans la brigade. Et je pense qu'il y a une discipline. Il y a la rigueur, il y avait beaucoup de choses, si je dois cocher, qui m'amènent à tenir chez les pompiers. Donc le détail de la cuisine fait que dès lors qu'ils ont ouvert les femmes, et que voilà, par une rencontre encore magique, que je rentre chez les sapeurs-pompiers de Paris, donc ça m'emmène chez les pompiers. Donc rigueur, excellence, discipline, c'est le lien qu'il y a eu entre la brigade en cuisine et les sapeurs-pompiers? Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est que chaque passage, il fallait que je sois là pour donc concrétiser, réaliser ce rêve olympique qui était dans l'absolu impossible, puisque je commence si tard le judo, à l'âge de 20 ans. Et j'ai connu la cuisine, avant bien que je connaisse l'univers de la cuisine. Après, j'étais sportive. J'ai fait championne de France, moins 18 ans, en handball, aussi en athlétisme scolaire, l'UNSS. l'Union nationale du sport scolaire. Et puis, je cherchais un sport olympique. Voilà, c'était
à la recherche toujours du sport olympique avec mes copines. Quel sport où je vais être aux Jeux? Puis finalement, des fois, on nous dit, ouais, non, mais Asma, avec l'âge, c'est fini. Et puis j'entendais toujours, les c'est impossible, ça y est, c'est trop tard, passe à autre chose. Sauf que j'ai arrêté d'en parler, j'ai mis ça dans un petit coin de ma tête. Et puis, comme une fois, on va aller et par contre, je vais être éloignée. Parce que la cuisine, c'était tellement éloigné de ce que je voulais faire. C'était mon ikigai, faire du sport et de vivre pleinement, parce que j'étais talentueuse dans ça. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire quelque chose qui ne me plaît pas peut-être forcément, mais je vais faire en sorte que ça me plaise. Et je pense que c'est le fait de switcher et d'avoir accepté d'être dans un endroit comme couper des oignons et à faire des heures pas possibles. Le monde de la cuisine, c'est un monde très difficile en soi, mais le fait d'avoir accepté ça m'a un peu éveillée et puis finalement m'a donné le chemin aussi de m'intégrer chez les sapeurs-pompiers de Paris. Parce que je suis arrivée aguerrie, avec de la maturité. Souvent, ils rentrent, ils ont 18, voilà, ils sont juste majeurs. Ils rentrent, bon, moi, j'avais déjà travaillé. Donc, il y a aussi un salaire, parce que c'est en contrat de qualif. Et puis, m'habituer dans un monde masculin. Voilà, c'est très patriarcal, c'est très, voilà, avec des hommes. Et là, je rentre pas dans la première femme, parce qu'elles sont rentrées en 2003-2004. Moi, je rentre en 2005-2006. T'avais quel âge à l'époque? Ouais, j'ai 22-23 ans. Voilà. Et je découvre le judo aussi à l'âge de 20 ans, 3 ans avant, ça aussi. Voilà, tout se passe dans cette période de ma vie. Et tout ça, là, cette salade, toute cette énergie-là, entre cuisine, la transition pompier, la rencontre du judo, tout ça, finalement, m'emmène en fait vers ce que je vis aujourd'hui et ce que j'ai vécu en fait. Et à quel moment se passe ta décision de te dire, OK, les pompiers, c'est chouette, c'est mon métier. J'ai découvert plein de choses, j'ai appris plein de choses. Je donne de moi aussi. Ça nourrit aussi, tu parlais tout à l'heure de l'ikigai, de ta raison d'être, mais où tu prends la décision de véritablement quitter ce métier-là pour faire de ta vie ta carrière d'athlète de haut niveau. Alors, c'est drôle cette question-là, parce que là, aujourd'hui, je peux y répondre avec beaucoup plus de justesse. Parce qu'en réalité, les pompiers, il y a le côté soin. Il y a le côté soin. J'ai découvert l'univers de la thérapie, de la psy, en étant pompier, parce qu'on ne fait pas des feux tous les jours. On fait beaucoup de secours à victimes et on est confronté à des victimes. On appelle ça aussi des victimes, ce n'est pas des patients, mais il y a l'humain. Donc l'accompagnement de l'humain. Et je fais ça pendant 10 ans. Donc en fait, je découvre que je suis faite pour ça. En réalité, j'aimais ça. J'aimais beaucoup. D'ailleurs, la petite anecdote, il y avait des collègues qui, c'est pas qu'ils n'étaient pas fans de ça, ils me disaient, bon, Nyang, toi, t'aimes bien parler aux victimes, va derrière. Donc moi, c'était un honneur pour moi d'aller discuter, parce qu'il y a beaucoup de... Moi, je suis dans le 6e arrondissement, c'est aussi un univers différent, et il y a aussi ces mots AUX dans tous ces quartiers-là. Et en fait, je découvre en fait quelque chose que j'étais faite pour ça. Donc je garde ça, mais il y avait le tiroir du rêve olympique aussi. Donc il y a le soin, l'accompagnement humain, la relation humaine, et en même temps ton rêve d'enfant qui reste les anneaux olympiques. Oui, parce que je découvre vraiment mon ikigai dans le camion des pompiers en réalité. Ce que je fais aujourd'hui au final, ça ne change pas. Tiens, pour ceux qui je coupe un instant, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi l'ikigai? Ah, l'ikigai, c'est un mot japonais. Ikigai, c'est raison d'être. Et puis là où on se sent utile et on gagne aussi son argent avec ça. C'est-à-dire que c'est une énergie qui circule parce qu'on est aligné avec soi dans le être et le faire. Et puis on gagne sa vie avec alignement et forcément, on peut être que bon en fait. On peut être que éveillé dans ce sens. Et donc l'ikigai, c'est quelque chose de très très puissant dès lors qu'on le trouve. Et moi, je le trouve vraiment là. Je me suis dit, je suis faite pour ça. Sans que je pense que plus tard, je reprends des études en psy. Enfin, il n'y avait pas tout ça, en fait. Et puis, le rêve olympique qui est toujours là, en fait, qui me dit, non, mais c'est maintenant. Je le sens. Et puis, je prends décision exceptionnelle. Qui dit décision exceptionnelle, dit résultat exceptionnel. Parce que je lâche tout. Il n'y avait pas de plan B. Il n'y avait pas de plan B. Il n'y avait que le plan A. Et le A, soit j'y arrive, soit j'y arrive. Et le A, il fallait qu'il réussisse, quoi. Et puis, je pense sincèrement, vraiment, que j'incarnais tellement, mais tellement ce rêve olympique, que je me disais que ça ne pouvait pas être autrement.
Tu sais, Julienne, dès lors, en fait, tu le visualises tellement, tous les jours. C'était une obsession. Chez moi, c'était une obsession, mais cette obsession, ça ne suffit pas que juste la visualiser. C'est-à-dire que j'avais mis tout en œuvre pour réussir aussi. C'est-à-dire que dès lors, j'ai dit, OK, je quitte, je perdais un salaire, je partais vers l'inconnu, reprenais une carrière à 29 ans. Tout le monde dit, ah, t'es complètement folle. Par contre, je ne partais pas sans parachute, je sautais, c'est fini. Non, non, derrière, il y avait une discipline qui était à la même hauteur du rêve. C'est-à-dire que pour moi, les Jeux Olympiques, c'était tellement haut. Ça veut dire que ma vie, il fallait qu'elle soit... C'est exceptionnel. Il fallait que ma vie soit exceptionnelle. C'est-à-dire que tous les jours, ce que je mettais en œuvre, il fallait que ça soit à la même hauteur. Donc voilà, je faisais bien les choses. Donc je faisais bien les choses pour atteindre les meilleurs mondiaux, en fait. Et ça veut dire quoi, alors faire bien les choses pour atteindre ce niveau? Ce que je pouvais contrôler. C'est-à-dire que je me suis rendu compte très vite, voilà, enfin, moi je suis née au Maroc. Et donc, je match pour mon pays maternel. Et donc, les dispositions, ils ne sont pas comme en France par rapport à... maintenant, ça change beaucoup, mais à l'époque, il n'y avait pas avoir le soutien comme on pouvait avoir ici. Et donc, il fallait que, derrière... Enfin, il fallait qu'en fait, je reste concentrée juste ce que je peux contrôler. Tout ce que je ne contrôlais pas, il fallait que je fasse abstraction. Je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire que je me posais la question, qu'est-ce que je peux contrôler? Ah, tiens, ton sommeil, Asma, tu peux le contrôler, ça n'y a personne qui va dormir à ta place. Des choses très simples. Je dormais bien, je suis devenue une experte du sommeil. J'achetais des bouquins. J'essaye de me renseigner, qu'est-ce que le sommeil? C'est quoi l'hormone de la mélatonine? Comment on fait pour récupérer? C'est quoi le... Donc, je commençais à lire des bouquins et des bouquins sur le sommeil. La nutrition, la personne qui va manger à ta place. Qu'est-ce que la nutrition? Je commençais à lire des bouquins sur la nutrition. Voilà, une obsession pareille. Et forcément, le mindset. Donc, j'ai acheté beaucoup de livres. Déjà, de base, j'aime beaucoup lire. Et voilà, c'est vraiment ces trois choses. C'est des choses simples par moment, mais essayer de me connaître un peu. Et donc, en fait, à travers la recherche de certaines choses, de comment je fais pour réussir, je commence à faire un petit dépouillement de l'être, qui j'étais et de pourquoi. Et une question, on ouvre une autre, et puis je découvre, et puis... Et finalement, je me rends compte que finalement, je suis tellement focus sur moi et mon couloir que je deviens à un moment donné dans le top 4 mondial sans m'en rendre compte. Waouh, je commence à gagner des grands prix, des grands chelems. Je gagne mon champion d'Afrique 5-6 fois. Enfin, des médailles qui viennent. Et tout ça parce que en fait, j'étais détachée limite de la médaille, juste sur mon couloir, en restant sur mon couloir et sans forcément me focus de ce qui était compliqué ou dur ou comme dit l'âge, parce que forcément, je fais les Jeux Olympiques dans le top 16 à 34 ans. Je fais Tokyo dans le top 16, pareil. J'étais 10e mondiale à 38 ans. Et puis, je suis aussi une athlète qui a gagné une médaille dans un Open à 41 ans, en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément la discipline, c'est quoi à peu près les moyennes d'âge? Les gens, ils arrêtent à 30 ans, 32 ans. Enfin, voilà, personne continue jusqu'à 41 ans. J'étais toujours la plus ancienne. Mais ce qui était assez drôle, les gens ne collaient pas moi et mon âge. Pourquoi? Parce que j'arrive tard. Ils ne m'ont pas connue junior. Ils ne m'ont pas connue parce qu'ils se connaissent tous entre eux. Et moi, j'arrive de 12, je ne sais pas. Donc, pour eux, j'étais une jeune. Mais au fur et à mesure, avec mon âge, donc, je perds sur le tard, mais ils n'arrivent pas, en fait, à comprendre. Mais elle vient tard, elle était où avant? Elle n'était pas... Et donc, je pense que c'est aussi ça où j'avais une énergie différente, parce que je découvre peut-être ce sport-là tard, et puis peut-être les gens à 34 ans, ils sont, ça y est, ils n'ont plus envie d'apprendre. Et moi, sur le tapis, j'étais comme une junior, j'avais que à apprendre. En fait, il y avait toujours... Le judo, c'est tellement complexe comme sport et tellement difficile. C'est un sport japonais il faut de la patience. Et moi, j'étais comme une junior, même à 30 ans, 34 ans, 40 ans. Je suis sur un tapis, j'ai l'œil et le regard d'une enfant. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai duré dans le temps. Parce qu'il n'y avait pas ce... On connaît souvent les athlètes, enfin, ça y est, ça rentre plus. Ça y est, c'est tellement intense. Et je dis souvent aux athlètes, vous êtes sur la fin. Dès lors qu'on ne veut plus apprendre, et ça soit même pas que dans le sport de haut niveau, mais dès lors qu'on ne veut plus apprendre, c'est qu'on a fini un chemin, il faut aller ailleurs.
Sinon, il y aura de la frustration. Et c'est OK hein, de vouloir arrêter sa carrière de haut niveau. Sinon, c'est la blessure. Sinon, on somatise et le corps parle pour nous. Donc, c'est les chevilles, le genou qui partent. Et généralement, la fin de la carrière d'un athlète, c'est toujours sur la blessure. Et on colle que c'est la blessure au lieu de dire « j'avais plus envie ». Donc, voilà. Lors de ce grand tournant que tu as fait, cette décision que tu as prise au moment de quitter les pompiers de Paris, quelles ont été tes peurs ou les choses qui t'ont un peu... qui auraient pu te freiner, mais que tu as ressenti et que tu as finalement surmonté, mais quelles ont été les peurs ou les questions que tu t'es posées à ce moment-là? J'aime beaucoup que là que tu me parles de peur parce que ça me fait penser tout de suite à l'émission même. Quand tu m'as contacté, tu m'as dit l'émission, elle s'appelle Cap ou pas Cap. Et en fait, Cap vient de capable. Oui. Et j'aime beaucoup l'origine des mots. Et en fait, l'étymologie du mot capable vient du latin capablis et caper, et qui veut dire apte à recevoir. Capable, ça veut dire apte à recevoir. Et donc, dans apte à recevoir, donc si je suis capable, il faut que je sois apte à pas avoir peur en réalité. C'est vrai que la puissance des mots, c'est pas rien. Et donc, je pense que j'étais capable de faire, j'étais capable avec courage d'aller dans quelque chose que je ne sais pas, parce que j'étais capable de recevoir le tout. Et dès lors qu'on est capable de recevoir de tout, il y a de la peur, forcément, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas de peur, mais en fait, on peut se planter ou pas. Et donc, en fait, on est capable de recevoir. Et donc, c'est pour ça que le mot capable, il est très puissant, en fait. C'est juste être capable de tout recevoir. Je pouvais très bien ne pas aller au jeu hein, et que je me suis plantée. Mais j'ai décidé d'être capable d'y aller et de voir peut-être que ça n'a pas... Mais ça a marché, au final. Donc, je pense sincèrement que c'est être apte à recevoir tout ce qui vient. Que ce soit la victoire comme l'échec, voilà, les difficultés comme... voilà. Et je pense, Juliane, vraiment, c'est ça qui m'a aidé à avoir cette carrière exceptionnelle. C'est que j'ai toujours été... de recevoir ce qui vient, on va dire que c'est ça qui me fait pas peur. Et souvent, la peur des gens, c'est ça. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que je vais recevoir en face si je pars? Et j'étais OK avec ça. J'étais OK avec ça, ça se travaille, ou c'est inné. En tout cas, je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Et au final, ça a matché. J'ai réalisé mes rêves, au final. J'ai réalisé mes rêves. Après, je me suis rendu compte que c'était pas que pour moi. Et c'est là où c'est puissant. C'est-à-dire que dès lors, on est focus, ouais, c'est mon rêve et tout. Et puis, en fait, je me rends compte que j'inspire. C'est que je deviens le meilleur palmarès du judo marocain. Je commence à inspirer plein de petites filles et petits garçons de ce parcours. Et puis, il y a des gens, en fait, qui suivent. Et on se dit, finalement, ton chemin, il est... voilà. Tu deviens un rôle modèle. Oui, donc, qui dit, ça apprend des grandes responsabilités. Oui, aussi. Voilà. Et c'est ça qui est beau, en fait. Responsabilité, étymologie, répondre aux deux. Et c'est ça, en fait, dans tout ça, en fait, ce qui est magique et beau, en fait, c'est au final, ça appartient pas qu'à moi, en fait. Comme d'autres, c'est comme un relais, en fait. Comment on se sent quand on arrive au sommet de cette montagne qui était ton rêve, justement, des Jeux Olympiques et d'atteindre ce haut niveau dans le sport? Alors, il y a une coexistence. Alors, je vais m'exprimer. C'est que forcément, les athlètes de haut niveau, enfin, pas forcément, mais la plupart, parce que j'en accompagne beaucoup, on a cette part où c'est très solide, on est fort, tout le monde les regarde, mais il y a la même chose, mais à l'extrême de fragilité. Donc, les athlètes de haut niveau, ils sont très, très fragiles en réalité. Maintenant, moi, je sais que il y a eu des moments où je me suis identifiée à la médaille. C'est-à-dire tout ce que je faisais, c'était je suis sur le podium, j'ai des médailles, c'est bien. Je représente cette médaille. Mais si elle n'est plus là, et si elle n'est pas là, je ne fais pas ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'athlètes, même, ils sont champions olympiques, ils font une dépression après, parce que ça y est, elle n'est plus là. Je suis qui, en fait, au final? Et donc, est-ce que ma valeur et la médaille, c'est deux choses distinctes ou séparées?
Et c'est là où le travail de l'athlète qui devient intéressant. Et de toute façon, c'est même pas la question d'athlète, hein. Des gens avec leur diplôme, des entrepreneurs avec leur société, des chefs d'entreprise. C'est toujours la même histoire. Maintenant, j'ai réussi à comprendre ça, que j'étais pas et je ne serai jamais ma médaille. Et que ma valeur, elle est différente. Et puis finalement, cette montagne, parce que tu parles de cette montagne, par moment, on la grimpe pour dire regardez-moi, parce qu'on veut être sur le podium. Comment je suis forte, je suis belle, et regardez. Et au final, ça switch avec maturité. Là, on la grimpe pour voir le monde. Et là, c'est différent. Donc, on la grimpe et on grimpe tout en haut. Et puis, là, on est en hauteur et puis on peut regarder tout ce qui se passe. Et là, ça switch en fait. Et là, je pense que c'est le chemin de chaque athlète, de le découvrir. Parce que si on s'arrête qu'aux médailles, au final, juste bon, voilà. Mais il y a tellement de messages secrets à travers cette carrière et puis de tomber. Hein. Moi, à chaque fois, des athlètes que j'accompagne, d'avoir des échecs, c'est là où le fait de ramasser quelque chose, je pense que ça fait partie aussi du jeu. Et je pense que j'ai beaucoup ramassé certaines choses lorsque je suis tombée, parce qu'il y a des fois où j'ai déjà connu une dépression qui m'a... Enfin, je la remercie, c'est ce passage de ma vie qui était extrêmement difficile. Et je pense, voilà, c'est tout ce cheminement où je me suis vraiment cassé la gueule. Désolée pour le mot, mais que je suis tombée plusieurs fois, où j'ai pu ramasser tellement de choses qui ont fait la femme que je suis aujourd'hui. Et voilà, tout ce que j'ai pu entamer jusqu'à là et jusqu'à aujourd'hui. Et ta capacité aujourd'hui à pouvoir en accompagner d'autres, puisque du coup, aujourd'hui, tu es thérapeute, préparatrice mentale aussi, tu es conférencière, tu as écrit un livre, on va en parler rapidement tout à l'heure. Comment tu as fait ce switch entre effectivement ta carrière d'athlète de haut niveau à aller dans l'accompagnement d'autres personnes? L'ikigai. Je suis revenue à c'est cette jeune fille qui a su écouter. Je savais que j'avais de l'écoute. Une part d'empathie, hein. Si on n'a pas une empathie en pâte assez travaillée et puis comprise, et puis l'accepter, cette partie d'empathie, on ne peut pas être thérapeute et dans le milieu psy ou psychologue. Et je pense sincèrement que en fait, j'aime ça. J'aime profondément ça. Et puis, il y a une phrase, j'aime bien, Peul, qui dit, ça traduit bien, elle dit chacun porte son travail sur son épaule, qui veut dire, en fait, on est chacun à sa place pour porter ça. Moi, je sais que ce métier, parce que j'ai assez travaillé sur moi et j'ai fait certaines choses pour pouvoir aussi accepter ce métier-là, parce que voilà, et l'accueillir. Moi, je sais que j'ai fait ce travail-là et certaines personnes, pour eux, c'est difficile parce qu'on est confronté à des mots AUX tellement forts en face et de comment on peut aussi réussir avec le temps de gérer tout ça. Moi, je sais que c'est OK, j'aime ça. Jusqu'à aujourd'hui, hein, en tout cas, j'aime profondément ça, que ça soit dans le côté thérapie ou pure psy ou préparation mentale. Que ce soit pour athlète ou étudiant ou chef d'entreprise ou de la préparation mentale, tout simplement pour chaque être qui a envie de déployer son plein potentiel ou le développer. Voilà, c'est l'ikigai. Quand je le dis encore, je l'avais découvert et puis c'est pas que je l'ai fait taire. Je me suis dit non, j'ai une mission, laisse-moi la finir et je reviens. J'ai un rêve d'abord. Et en réalité, ce qui est extraordinaire, c'est que peut-être que j'étais pas pleinement prête. Il fallait que la meilleure école, même si j'ai fait des études pour faculté psychologie et psychanalyse d'Aix, mais au-delà de tout ça, c'est que je pense que l'expérience du haut niveau est juste extraordinaire. C'est une formation extraordinaire, l'expérience. Je n'ai pas, parce que je fais la découverte de tout mon être en fait. C'est un terrain névrosé. C'est un terrain où on comprend la coexistence. Il y a tellement de choses. Et puis, je ne dis pas il faut tout ça pour être un bon thérapeute, mais en tout cas, il faut s'approcher de incarner ce qu'on enseigne et enseigner ce qu'on incarne. Pour être aligné, moi, j'aime bien cette direction-là et j'essaie de le faire aujourd'hui. Quelles ont été les compétences que tu as pu développer à chaque étape de ta carrière qui te servent aujourd'hui dans tes différentes casquettes ?
Ah, bah, la résilience, ça c'est c'est tout à fait le judo lui-même, hein. Tu chutes, si tu sais pas chuter, il se passe rien, tu apprends pas ce sport. Et puis surtout, alors, il y a des mots. Le non-jugement, Mmh. pas de résistance et il y a aussi, ne pas supposer. Alors, je vais m'exprimer là-dessus. Le non-jugement parce que par moment dans la carrière, si on veut une carrière, mais vraiment assez solide et qui soit en longévité, si on a trop de jugement et quand je parle de jugement, on juge tout. Mmh. Alors que ça peut être on est en fait, on n'est jamais seul, on réussit jamais seul. Il y a toujours des belles rencontres, des rencontres juste exceptionnelles et même ce qu'on pense mauvaises rencontres. Mmh. Et moi, je les remercie. Même des rencontres qui peuvent être très conflictuelles, confrontations, des gens qu'on nous-mêmes on dit toxiques, ça se trouve c'est nous qui sommes toxiques. Ouais. Donc on interprète que l'autre il est toxique de l'autre côté, lui il va dire ah elle est toxique. Donc qu'est-ce qui est toxique au final? Donc je dis toujours il n'y a pas de bon entraîneur, mauvais athlète, il y a que des bons duos. Mmh. Donc moi peut-être que je vais supposer que l'autre. Et donc on est un groupe pour mener un projet. Et dès lors qu'en fait on est dans un et ben voilà, éviter le maximum. Je sais, j'ai quelque chose que j'ai beaucoup appris à faire et compris avec le temps du non-jugement. Et en fait, et des fois, on peut voir des choses un peu en hauteur. Et donc, ça sert pour sa carrière, en fait, complètement. Et donc, ça, si je dois dire, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon métier aujourd'hui. Et puis, le travail d'équipe, savoir travailler avec l'autre, voilà. Savoir vraiment collaborer avec l'autre. Euh, Être coachable pour coacher. Mmh. Voilà. À savoir recevoir. Et puis aussi, enfin, savoir recevoir, c'est aussi une forme de générosité. Enfin, plein de choses. En fait, c'est l'école de la vie. C'est tellement de choses, tellement de choses. Asma, quel conseil tu donnerais à des personnes, que ce soit dans une carrière sportive ou une carrière d'entreprise corporate, euh, qui qui se sent pas à sa place, qui se pose plein de questions, qui a vraiment cette impression d'être perdu et qui n'ose pas? Hmm. Alors, je sais pas si c'est vraiment un conseil, mais plutôt voilà, un partage de transmission. Je dirais d'abord par moment, c'est le mot, on est dur avec soi. Mhm. On est très, très dur. Dès lors, on ne trouve pas sa place. On est vraiment très, très dur avec soi. On a le droit de ne pas savoir où on est là tout de suite. Parce que la société, aujourd'hui, c'est la pression, t'es pas là, il faut que tu te trouves une place. Comment ça se fait, t'es perdu? Non, c'est... Voilà, Ça, c'est pas un laissez le vrai temps. C'est métier. pas... Ouais, j'accompagne vraiment des étudiants et c'est vraiment la chose qui sort souvent des gens qui font un diplôme hein, jusqu'à un master. Oh, je suis pas à ma place, mais je fais un master. Donc, c'est vraiment avoir voilà, cette humilité de se dire, bon, ok, hop, et se retrouver, en fait, euh, prendre le temps avec soi, s'accepter. Parce que dès lors, tout est à l'intérieur et à l'extérieur. Si ça part pas de là, ça partira jamais. Oui, un temps, ça fait du bien, l'extérieur nous a nourris, oui, bon, les parents, les amis, tout aussi. Ok, et ça part dans notre ego. Mais en réalité, si on veut commencer les choses un peu plus avec alignement, tout est à l'intérieur. Donc voilà, qu'est-ce que les neurones de mon cœur, parce qu'il n'y a pas que des neurones là. Mhm. Voilà, qu'est-ce que mon cœur veut vraiment, où est-ce que je me sens bien. Voilà, parce que forcément, si on se sent bien quelque part, bah, c'est facile de dire qu'on a du talent. Comme Ouais. Brel disait, le talent, c'est l'envie de faire quelque chose. Je dirais aussi, c'est l'envie de se sentir bien quelque part et faire quelque chose. C'est ça le talent. Et voilà, prendre le temps, voilà, sans jugement, sans se juger, sans résistance, encore une fois. Mhm. Et je le redis encore, c'est ça aussi le jugement. Et ça, c'est quelque chose aussi, moi, qui m'a énormément aidé. Prendre rendez-vous avec soi, c'est déjà bien. Et à partir de là, dès en fait, on a fait le constat que c'est ça. Et là, à partir de là, on peut faire un cheminement. Mais pas l'inverse. Voilà. Parce qu'on est les seuls à savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Parce que les autres, ils peuvent pas, même s'ils peuvent nous aider par peur, des fois que ce soit les parents ou des gens, Mhm. par peur que des fois il y a des mots qui on oppresse parce que les gens ils veulent que ça se passe bien pour nous, mais il faut juste se revenir, voilà, revenir à soi et se concentrer vraiment sur son couloir et qu'est-ce qu'on a envie de faire. Quelle est notre direction? Quel est notre ikigai? Quel est notre ikigai surtout, ouais. Asma,
Tu as ramené un globe. Peux-tu nous dire en quoi cet objet il est important pour toi? Alors, c'est vrai que le globe qui est là, c'est... ouais. Je peux le prendre? Vas-y. Alors, le globe, mon globe. Alors, il faut savoir que ce globe-là, il a 20 ans. Je l'ai acheté à une brocante il y a 20 ans. Et Juliane, tu me dis, apporte un objet. Je me suis dit, il était posé là, sur moi. J'ai dit, je vais le ramener. Alors, pourquoi le globe? C'est un peu mon repère. J'ai un ancrage avec ce globe qui m'a accompagnée tout au long de mon parcours. Alors, il représente beaucoup l'humilité pour moi. Alors, je vais m'expliquer. Des fois, on a tendance peut-être... c'est-à-dire que ça me recentre, en fait, parce que là, ça représente le monde entier. Ça représente des peuples du monde entier. Ça représente des religions différentes. Ça représente tellement de choses différentes. Et au final, quand je dis humilité, c'est-à-dire que ça peut être dans tous les sens. C'est-à-dire que dès lors que vraiment je suis challengée, où je suis un peu, il y a quelque chose qui est agité à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, ça me remet en fait dans l'axe de me dire, voilà, enfin, il y a une phrase Maasai qui dit « Je suis parce que nous sommes ». Et pourquoi je dis ça? C'est parce que je suis pas la seule peut-être à vivre ça. Tu vois, dans le monde entier, il y a peut-être quelqu'un, fin fond, je sais pas d'où. Et je me suis toujours amusée à faire ça et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et donc, du coup, on se sent moins seul dans tout ça. C'était mon Google. Maintenant, c'est Google, on écrit un truc. Et j'ai visité 72 pays. Wow. Voilà, j'ai 72 pays. Je n'ai pas fait toute la planète. Et parce que je me suis toujours amusée à dire... j'avais une obsession aussi avec les pays, donc de fermer mes yeux, d'appuyer sur un pays, puis il fallait que je découvre tout, pourquoi le pays il est là. Donc j'avais quelque chose avec ça, et puis une pensée différente, une façon de voir différente. Et donc voilà, c'est un peu on va dire, mon repère, des fois. Et il est juste posé là, et j'y pense, des fois, quand il y a quelque chose. Il m'a accompagnée pendant 22 ans. Donc s'il fallait avoir un objet, c'était celui-là. Obligatoire. Donc voilà, il représente beaucoup l'humilité pour moi. Voilà. J'ai entendu plein de mots là, dans nos échanges de rigueur, de discipline, d'excellence, d'humilité, de non-jugement, de rendez-vous avec soi. Il y a beaucoup de choses de résilience, il y a beaucoup de choses qui sont dans ton livre, À bras le corps, qu'on peut voir ici, qui est un magnifique livre où tu retraces des étapes importantes de ton histoire. Ça nous permet de mieux te connaître. Et le vrai plus de ton livre, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, tu donnes des outils qui sont facilement applicables par n'importe qui. On n'a pas besoin d'être coach, d'être préparateur mental, d'être thérapeute. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir déjà fait des années de lecture de développement personnel. C'est pragmatique, c'est utilisable par tous. Et en plus de ça, tu donnes aussi des conseils lecture. Tu disais que tu es une passionnée de lecture. Je crois qu'à un moment donné, tu dis la lecture m'a sauvé la vie aussi, parce que ça t'a permis vraiment de découvrir plein de choses. Il y a beaucoup de livres que tu cites dedans qui sont aussi des coups de cœur pour moi, donc qui touchent beaucoup. Donc il y a de la lecture, il y a des reportages, il y a des films. Enfin voilà, c'est vraiment une pépite ce livre. Moi, je l'ai étudié, donc je l'ai lu avec le marqueur en me disant je vais revenir sur certains passages. Donc c'est un bon outil qui permet d'avoir ce rendez-vous avec soi dont tu as parlé aujourd'hui. Asma, si tu devais trouver un mot à ce nouveau chapitre de ta vie aujourd'hui, ça serait quoi? Transmission. Ouais, ça te va bien. Merci infiniment, Asma, pour cet échange. Merci, Juliane. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cette belle interview. Et on se retrouve prochainement pour la prochaine interview de Cap ou pas Cap.